Direct. On est en direct. Merci en particulier aux gens qui rejoignent la rediffusion. C'est ceux qui voient toujours le tout début ici, donc merci à vous. Pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, je vous laisse vous installer, poser un petit bonjour dans les commentaires. Bienvenue sur ce live in situ. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un impact sur toutes les personnes de la DSI, mais tous les usagers aussi de la DSI, c'est-à-dire tous les collaborateurs. On va parler de la cybersécurité. Pour ce sujet-là, j'ai deux invités qui vont nous parler vraiment à 360 degrés de cette thématique-là. Le but, c'est vraiment d'aborder des questions qui concernent tous les gens qui travaillent dans la DSI en premier lieu. Je lance le générique, on se retrouve juste après et on se dit bonjour en commentaire. À tout de suite. Et Pamplemousse.
Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Michael, vous allez bien? Bonjour On va Damien, bien. on va bien, très bien, merci. Et bonjour à tous les gens qui ont rejoint le chat. Euh, alors aujourd'hui, on parle de cybersécurité. On va surtout parler de comment ça impacte tous les gens qui travaillent dans la DSI. On va parler de culture cybersécurité, mais aussi des compétences que les collaborateurs qui travaillent dans la DSI développent en relation avec la cybersécurité. Est-ce que c'est cool pour vous? La Ouais. cybersécurité? Comme introduction au thème, de manière générale. C'est Je vous, parfait. pré- Je vais vous présenter rapidement, Mickaël. Toi, tu es RSSI indépendant. Donc, tu es lead implémenteur, lead auditor sur ISO 27001 et tu aides les entreprises à comprendre et à maîtriser leurs risques en cyber. Est-ce que Tout c'est à cool? fait. Et Très bien. c'est bien ça. Exactement. Christophe, toi, tu es freelance, expert en réseau et en sécu. Tu es ingénieur avant-vente maintenant aussi. Et tu vas nous vulgariser SD1, SASI, Zero Trust, toutes ces choses-là qui sont apparues dans notre paysage sur les dernières années. Ouais, c'est l'objectif de ce webinaire. C'est un peu parce j'ai un peu l'impression que sur le réseau, on a eu un hiver pendant plusieurs années, puis après post-Covid, on a eu vraiment rafale de plein de nouveaux trucs, non? Ah ouais, de très très grosses transformations, effectivement, depuis le Covid. On va parler du move to cloud, tout ça, bien Mm, sûr. tout à fait. Les trois grandes questions aujourd'hui. Pourquoi la sécurité, c'est devenu un critère d'employabilité pour les devs et les freelances en informatique? C'est quoi les compétences qu'on développe? Comment la cyber change l'organisation? Hop, et bonjour à Alex, bonjour à Manon qui nous ont rejoints. Comment la cyber change l'organisation et les pratiques au sein de la DSI? On a parlé en prépa du BYOD, de l'enrôlement des machines, etc. Et comment on peut en faire une culture partagée plutôt qu'une contrainte? C'est le grand sujet de comment impliquer tout le monde dans le projet. Est-ce que c'est cool pour vous? Très. Très bien. Ouais. Posez vos questions dans le chat. Vraiment, toutes les questions que vous aimeriez poser à Mickaël et à Christophe, je les prendrai au fur et à mesure du fil rouge. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Je préfère poser vos questions que poser les miennes. Donc, posez toutes vos questions dès maintenant. Avant de démarrer, un mot sur In-Situ. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui rejoignent le live pour la première fois, on fait des webinaires déjà tous les mois. Donc, abonnez-vous à la page LinkedIn. Le mois prochain, on va parler de la clôture comptable quand on est freelance. Déjà, d'ailleurs, donnez-moi les questions que vous voudriez, mais le sujet qu'on avait en tête, c'est la répartition, rémunération, dividende, etc., comment on optimise tout ça. Et on aura notre partenaire Number qui nous envoie un comptable expert pour parler de ce sujet-là. Il est super chouette et vous l'avez déjà vu l'an dernier pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Donc, In-Situ met en relation les freelances en recherche de missions avec des grands comptes. Grâce à In-Situ Portage, ils proposent même de devenir indépendants en utilisant du portage salarial. Ils sont présents partout en France, notamment Lille, Lyon, Nantes, Valence, Bruxelles et maintenant Paris en particulier avec l'ouverture de la nouvelle agence. C'est Moussa derrière moi et Leila aussi qui l'a rejoint sur ce sujet-là. Ils sont dans le chat, n'hésitez pas à leur dire bonjour et à faire des gros coucous si vous êtes des Parisiens. Est-ce que c'est cool? On peut démarrer? On On peut est chaud, y très aller, bien. hein. On peut y aller. Vous hésitez toujours à savoir qui parle en premier, c'est assez marrant. Je vous distribuerai la Ouais. parole directement pour éviter le quiproquo la prochaine fois. Bonjour Miaï, bonjour Abdel Jalil. J'ai fait le rater. Question numéro un, la sécurité, est-ce que voilà, la sécurité, c'est un enjeu d'employabilité que quand on est développeur maintenant, il y a des nouveaux outils à connaître qui sont amenés par le DevSecOps, les SAST, les DAST, les choses comme ça. Il y a d'autres métiers de la sécu qui sont impactés. Ne serait-ce que comment on utilise les outils, comment on se connecte au réseau de l'entreprise. Euh, Miguel, est-ce que tu peux introduire ce sujet-là en particulier? Qu'est-ce qui change d'après toi pour les freelances en informatique aujourd'hui? Je le dis toujours, justement, c'est un discours que je porte souvent. C'est devenu incontournable aujourd'hui de s'intéresser à la cybersécurité au sein de l'entreprise, quel que soit son poste d'ailleurs, hein, pas forcément Mhm. que pour les développeurs. Je dis que ça travaille son employabilité pour deux points, enfin pour deux grandes thématiques, hein. La première, c'est à titre pro, évidemment, mais la deuxième aussi à titre perso. C'est important de s'y intéresser. À titre pro, ça va réduire le nombre d'incidents en cybersécurité. Vous allez mieux gérer votre temps aussi pour éviter d'avoir un incident de vendredi à 17 ou 18 heures, hein. Ça, on l'a souvent connu. Euh, on va aussi augmenter la productivité en évitant du coup les arrêts d'activité sur lesquels on doit intervenir quand on est en entreprise. Et puis, ça peut aussi devenir une prise de responsabilité finalement pour gérer des plans de remédiation, par exemple en cybersécurité. Même si on n'est pas des experts en cyber, on a besoin de traiter ou de faire le PMO, on va dire, sur des sujets de cyber. Et ça permet en termes d'employabilité d'amener des choses sur son CV aussi qui peuvent être intéressantes.
Et puis à titre perso, bah là, c'est développer de meilleurs réflexes finalement au Ouais. quotidien, être plus vigilant, mieux protéger sa vie privée sur ce qui est important pour nous. On n'a pas tous les mêmes choses qui sont importantes pour Mhm. nous. Certains, si on n'a plus Instagram, on devient orphelin. Donc voilà, in fine, en fait, ça va être améliorer son employabilité en cybersécurité. C'est augmenter aussi le nombre d'opportunités qu'on peut avoir en termes d'opportunités professionnelles, par exemple. Voilà. On va prendre la question d'Abdelrahim si ça vous intéresse bien. Comment se porte le marché de la cyber actuellement? Moi, j'ai pas d'indicateur particulier, mais vous en pensez quoi? Je sais que la cyber, par rapport au reste du numérique, ça reste un secteur privilégié, mais il y a parfois des acteurs qui vont parler d'un ralentissement qu'il y a pu y avoir en 2025. C'est quoi votre ressenti à tous les deux? Christophe, en plus, toi, tu as changé de job cette année? Ouais, j'ai changé il y a pas longtemps, il y a un mois et demi. Euh, bah, déjà de manière globale, c'est vrai qu'on voit un net ralentissement des opportunités sur le marché. Mais il est vrai que ce ralentissement, sur mon ressenti au niveau de la cybersécurité, il est quand même, moins fort. Ouais, Aujourd'hui, la cybersécurité reste quand même un enjeu important pour les entreprises. On entend bien trop souvent, malheureusement, des attaques informatiques ouais, sur les entreprises. Et aujourd'hui, personne n'est épargné, hein. Que ce soit des très très grandes entreprises, mais également des plus petites. Plus personne n'est épargné par les attaques. Et il est vrai que des entreprises placent du budget pour leur sécurité. Et donc forcément, ça induit de la demande en termes de compétences cyber. Ça, c'est le premier pendant. Et je pense que le deuxième facteur, c'est aussi que on a quand même eu un retard sur le nombre de compétences sur le marché, ouais. sur la cybersécurité. Et donc, c'est vrai qu'il y a un rattrapage qui se fait là depuis quelques années. Ça continue encore un peu. C'est pour ça que ce ralentissement est un peu moins prononcé sur le métier de la cyber. J'ai l'impression aussi, tu me diras, Michael, ce que tu en penses, mais la France en particulier est particulièrement menacée. On est dans les recordman en termes de fuite de données personnelles. Je pense il y a des classements qui sont sortis ou qui nous passent en deuxième position. Est-ce que c'est vraiment un phénomène ou c'est juste les données personnelles et on compte un indicateur qui est biaisé, par exemple, tu vois? Alors, ouais, alors il y a un petit peu de tout. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est devenu très médiatisé, et surtout pour les données personnelles, et puis depuis le RGPD aussi de 2018, c'est vrai que ça passionne un peu plus le grand public. Donc c'est pour Hmm. ça qu'on en entend plus parler et que ça fait plus la presse et la une aujourd'hui. Ouais. La France est attaquée, oui, ça fait partie des pays majeurs aussi, même sur le contexte géopolitique aujourd'hui. Il est certain que la France n'est pas épargnée, ça c'est sûr. Ouais. Euh, et puis voilà. Euh, ouais. Ok, cool. C'est quoi, tu mentionnais tout à l'heure voilà, le fait que c'est un sujet, un développeur aujourd'hui qui passe un entretien, une qualif, un freelance qui va en qualif, qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question qu'on ne lui aurait pas posé il y a 2 ans qui soit changé par le paysage en cyber par exemple? Alors, ça va être de discuter justement de ses anciennes expériences et dans quel environnement il a évolué. Est-ce qu'il Mhm. a été dans un environnement où le DevSecOps était implémenté? Donc, le DevSecOps, Ouais, c'est un peu ce qu'on a appelé souvent le security by design. C'est le fait d'aller intégrer des contrôles de sécurité tout au long du cycle de développement d'une application. Euh, Aujourd'hui, sur le CV, c'est toujours intéressant de dire qu'on a baigné dans des environnements comme ça, ouais, surtout si l'entreprise qui vous interviewe a ce type de problématique. Ce qui va aussi se passer dans certains cas, on peut vous faire passer aussi des tests avant ou ouais. pendant le contrat. Aujourd'hui, on a des entreprises qui mettent ça en place, notamment pour les développeurs. Alors, pas pour les sanctionner, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aller les sensibiliser, les former, si on peut. C'est un mot qu'on peut pas toujours utiliser quand on parle de prestations, mais en tout cas, c'est d'aller les faire grandir sur ces points-là parce que c'est important pour l'entreprise en tout cas. Toi, Christophe, tu fais du réseau depuis plus de 10 ans. Je t'ai pas vieilli d'un coup. Oh, même un peu plus, hein, même un peu plus. Mais du coup, t'es pas dans des équipes cyber, t'es dans des équipes réseau depuis toujours. Et pourtant, les équipements cyber ou les compétences cyber, elles sont devenues incontournables dans les métiers du réseau, non? Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, mes tout débuts, la sécurité, elle se limitait à quelques firewalls.
Mm. pour filtrer des flux. Et c'est vrai que ça a grandement évolué. Aujourd'hui, elle est omniprésente. Sans parler des nouveautés technologiques, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais il est vrai que aujourd'hui, quand on conçoit des infrastructures réseau, on a des niveaux de sécurité à tous les niveaux. Donc forcément, ça impacte la manière dont on conçoit les architectures, dont on va aussi opérer les infrastructures. Typiquement, on a des CVE qui sortent régulièrement. Donc pour ceux qui savent pas Mm. ce qu'est une CVE, c'est une liste des failles de sécurité informatique qui Ouais. sont diffusées par des organismes nationaux et internationaux. Et en fait, les éditeurs, les constructeurs vont apporter des correctifs à ces failles. Et donc du coup, ça impacte les équipes et évidemment les équipes réseau, mais Ouais. aussi les développeurs. Et donc, on doit faire évoluer les infrastructures, les applications, euh, bah, en même temps que la vie de ces CVE. Moi, je prendrai la question de Miaille après. La question que je voulais te poser, Christophe, est-ce que tu vois, ces CVE-là aussi, c'est géré par les gens qui font de la prod, alors que ce soit dans le cloud des SRE ou des gens qui font de l'infra sur du on-premise? Il y a des boîtes aujourd'hui qui vont commencer à monitorer du MTTR, mais à la fin de la journée, enfin le mean time to remediate, c'est-à-dire le temps moyen qu'on met pour patcher les CVE, Mhm. à la fin de la journée, quand même, tu vois, le fait de faire ce travail-là, de patcher toutes les machines, ça reste les gens de la production qui le font et c'est eux qui ont dû monter en compétences pour gérer ça, non? Ouais, tout à fait. Alors déjà, la manière dont est prise en compte tous ces CVE, bon, ça dépend aussi beaucoup des entreprises et du modèle de gouvernance Ouais, mis en place pour gérer ces CVE. C'est vraiment très hétérogène hein, dans le monde de l'entreprise. ouais. Par contre, effectivement, oui, c'est plutôt les gens de la production qui font évoluer au cours de la vie des solutions Mhm. pour corriger ces CVE. Il est vrai que maintenant, ça devient un peu une habitude. Hein, les CVE sur les différents domaines, ça peut aller de une fois par mois, voire une fois par semaine. Et Ouais. ça fait évoluer la manière dont on travaille au quotidien. On entend souvent parler de DevOps ou SecOps, tous Mhm. ces outils d'automatisation pour justement nous aider à faire ces gestes-là de montée de version, de changement de mot de passe sur telle et telle brique d'infrastructure de manière rapide pour être très réactif justement face à ces CVE. Donc notre Ouais. métier a changé très rapidement en l'espace de quelques années. Hein. En plus, cette année, en tant que développeur, tu vois, quand tu fais du web et tu utilises du Node, cette année, il y a quand même plusieurs failles qui sont venues via NPM. Mmh. Et aujourd'hui, transformer son package JSON alors le Bill of Materials, mais version software, pour gérer toutes tes dépendances, c'est devenu quand même assez incontournable, même pour des indépendants, même pour des petits projets. C'est, Est-ce que tu vois, c'est un sujet qui existait vraiment pas il y a 2 ans, ou c'est moi qui débarque et qui le découvre que maintenant? Je sais pas si c'est Michael qui peut répondre dessus. Sur la partie SBOM, sur le Bill of Materials, c'est assez nouveau, effectivement. Par contre, c'était tellement évident qu'on puisse avoir ce type d'outil aujourd'hui. Donc, c'est ce qui va lister, en fait, hein, l'ensemble des dépendances d'une application, hein, que ce soit en Mhm. termes de librairie, en termes d'API, en termes de code utilisé. Enfin, c'est vraiment, on va dire, la description, la fiche d'identité d'une application et ses dépendances. Donc, ça, c'est ce qu'on aurait dû toujours avoir. C'est assez nouveau et on se rend bien compte que c'est devenu incontournable aussi à avoir, surtout pour prévenir de vulnérabilité quand on sait qu'il y a une vulnérabilité qui fait grand bruit sur telle ou telle Mhm. techno, ne pas savoir où on l'a chez nous, ça c'est un problème. Je pense il y avait la faille Log4j il y a 3 4 ans qui nous avait quand Oui, même fait prendre conscience là-dessus. Mais là, cette année, le fait qu'il y ait eu du NPM empoisonné, des paquets NPM très dispersés, quoi, enfin très utilisés en plus, empoisonnés, ça a quand même sensibilisé autre chose que les développeurs Java. Je sais pas si c'est ton ressenti aussi, Christophe. Toi, le Log4j, j'imagine que tu t'es retrouvé à avoir besoin de sécuriser plein de VM d'un coup. Alors moi, c'est vrai que moi je suis plutôt sur la partie réseau, donc je bossais moins sur les VM. Par contre, j'avais mes collègues côté système et infra serveur qui effectivement s'en sont occupés. Oui, oui, après c'est pareil, eux, ils ont dû mettre en place des solutions d'automatisation pour pouvoir gérer ces correctifs.
C'est vrai que avec la virtualisation, on se retrouve vite avec Mhm. des dizaines, voire des centaines de serveurs, des fois plus dans des grosses entreprises. Et c'est vrai que patcher des serveurs, ça peut vite être un travail Ouais. pharaonique. Donc oui, on nous demande de la réactivité sur de la volumétrie. Et donc, je reviens sur l'automatisation. Voilà, c'est une conséquence directe de la sécurité au cœur des enjeux dans le système d'information. On va prendre la question de Mihai, c'est-à-dire que la cybersécurité de l'IA, est-ce que c'est un sujet de gouvernance sur l'IA? Je vois bien que sur l'adoption des sujets, il y a des boîtes qui bloquent les modèles ou qui vont les mettre on-premise pour pouvoir valider les outils. C'est vrai que c'est un sujet qui est des fois pas du tout gouverné, des fois complètement gouverné. C'est quoi votre expérience là-dessus, Mickaël? Tu veux commencer? Oui, alors effectivement, c'est un sujet de gouvernance avant tout, hein. C'est vrai qu'on va souvent parler de charte ou même de comité IA dans certaines entreprises, hein. C'est devenu très important, aussi important que la cybersécurité, parce que il y a un sujet de cyber, mais pas que, hein, sur l'IA, il y a beaucoup d'enjeux. Donc pour répondre à la question sur les métiers, alors oui. Côté cyber, il y a des nouvelles compétences qui sont en train d'émerger, notamment sur la Mhm. partie ingénierie, sur la partie test d'intrusion, surveillance, détection. Enfin, il y a de nouveaux paradigmes autour de l'IA, ça c'est certain. Mais côté justement développeur aussi, il faut savoir que cette sensibilité est devenue importante et on en Mhm. revient aux développeurs qui ont aussi cette sensibilité cyber. Eh bien, il faut que l'IA soit aussi développée dans un cadre plutôt bien cadré justement dans l'entreprise et ça doit être traité déjà avant tout par la gouvernance. Christophe, c'est quoi ton expérience? Toi, t'as le droit d'utiliser ChatGPT au travail ou pas? Là actuellement là chez mon client, ils ont développé un petit outil IA en interne. Pour autant, on a quand même des règles assez strictes, sans forcément aller dans le pendant comment je protège mon IA. C'est plutôt au niveau comportemental. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander à l'IA, l'importance de pas mettre de la donnée sensible au sein de Mhm. cette IA, c'est souvent le problème, hein. C'est vrai que souvent la sécurité, on le voit avec un pendant technique. On va apporter des boîtiers, des solutions techniques pour Ouais. répondre à la sécurité. Mais avant tout, la sécurité, c'est du comportemental, c'est de l'organisationnel. C'est d'ailleurs pour moi 75% du boulot. Et quand on a fait ça, on a déjà fait un grand pas vers la sécurité. Mais ça rejoint ce que disait Michael un peu plus tôt sur l'appétence personnelle vis-à-vis de la sécurité, hein. Ça fait C'est partie vrai des que enjeux, hein. dans le réseau, enfin, avant qu'il y ait des Palo Alto et des choses comme ça, il y avait quand même genre un équipement pour tout. Tu te retrouvais rapidement avec 10 équipements mis au bout à bout, parce que à chaque sujet, il y avait un boîtier qui résout ce problème-là, quoi. Ça reste un sujet comme ça aujourd'hui dans le réseau, et il y a un boîtier pour ton problème, quoi. Ouais, un petit peu. C'est vrai que on essaye souvent en fait de mettre une solution technique face à un problème. Mais Mhm. malheureusement, le risque zéro n'existait pas, hein. Ouais. Donc c'est vrai que travailler sur le comportement des utilisateurs au sein d'une entreprise, ça joue beaucoup. Je vous prends un exemple que moi je cite souvent pour ceux qui ont l'opportunité de faire des déplacements entre Lyon et Paris. Le Ouais. nombre de personnes dans le train qui travaillent avec aucune protection écran, où du coup le voisin de siège peut lire ce que la personne est en train de lire avec un document écrit en gros confidentiel. Voilà, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Et là, pour le coup, il n'y a pas réellement de solution technique à apporter, c'est vraiment du comportemental. Ouais. Du coup, On je n'a vais pas rajouter trouvé de là-bas. boisson, on n'a pas trouvé de boîtier pour les humains encore, pour les risques Non, humains. pas encore. Bon, en vrai, vous êtes en train de rentrer dans la partie 2, donc c'est très bien, je l'annonce, c'est la partie 2, quand la cyber redessine l'organisation, donc la DSI. Tu parles évidemment de ce sujet-là. Alors, il y a le fait d'avoir un écran un écran comment dire, un écran de protection pour pas qu'on lise en biais sur ton écran. Mais il y a aussi le fait d'utiliser un VPN dans le train, de ne pas se connecter sur des connexions sauvages. Ça, je trouve, c'est quelque
chose qui a changé. Déjà, UC des VPN, c'est quelque chose qu'on a souvent appris en 2020-2021 avec le Covid. Et maintenant, on apprend à essayer du Zero Trust où on a d'autres équipements sur notre ordinateur qui vérifient qui vont faire combler le trou entre le moment où j'ouvre mon ordinateur et le moment où il est connecté au VPN. Est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça pour un utilisateur lambda, quoi? Ouais, bah alors là, tu parles de Zero Trust. Effectivement, auparavant, on avait des utilisateurs qui utilisaient des ressources de l'entreprise pour les PC, les téléphones, etc., pour accéder à des applications qui étaient plutôt dans les entreprises. Et c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à protéger le réseau d'entreprise. Mhm. Les gens aussi travaillaient plutôt au bureau, donc on était plutôt cantonné au réseau d'entreprise. Et c'est vrai que ça a pas mal changé, hein. Tu parlais Ouais. du télétravail, des VPN. Donc effectivement, on travaille de plus en plus à l'extérieur de l'entreprise. Et du coup, on considère aujourd'hui, et c'est ça qui a fondamentalement changé, c'est que l'utilisateur, il n'est plus dans une zone de confiance. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'on ne fait plus confiance aux outils qui se connectent aux ressources de l'entreprise, donc les PC, les téléphones, etc. Et on va autoriser à la demande des flux pour aller chercher des ressources. Et c'est ça le zéro trust. C'est on interdit tout et on autorise à la volée. Alors évidemment, ça va un peu plus loin. Mm. On va faire du travail de conformité des équipements pour s'assurer que, Ouais. par exemple, un PC soit sur la bonne version de Windows, que l'antivirus soit activé, etc. Qui va pas utiliser un hotspot Wi-Fi dans une gare parce que la politique de sécurité de l'entreprise ne l'aura pas autorisé. Voilà. On va apporter des briques de sécurité pour dire, bah voilà, euh, grâce à toutes ces requêtes qui me permettent de qualifier le niveau de confiance que je te fais, je te donne une note. Si la note, par exemple une note sur 10, si la note est supérieure à 8 sur 10, bah, je vais t'autoriser à accéder aux ressources de l'entreprise. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée du Zero Trust. Ah, il y a un scoring précis, quoi. Ouais. Michael, tu veux compléter sur ce sujet? Non, non, bah, je pense que côté technique, effectivement, tout a été dit par Christophe. Il y a juste un point effectivement qu'il faut mentionner. Après, ça reste l'humain. Alors, je viens de voir la question de Manon Bon, justement prenons la question de Manon, ouais. voilà, qui répond à ça. Donc, quelle est la faille de sécurité la plus récurrente? Ça reste l'humain. Hein. Donc, finalement, elle est pas technique, hein, la faille la plus Ouais. récurrente. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut surtout, c'est sensibiliser, amener cette culture cyber en fait en entreprise, une culture qui va passer finalement des règles à respecter euh, à des réflexes naturels qui paraissent évidents à, à mettre en place, y compris à titre perso. Je reviens toujours sur le côté perso. Hein, ce qu'on apprend en entreprise, c'est pas inutile justement, et ça peut vous servir tous les jours. Alors, donnons des exemples. Hein. Enfin, le risque humain, c'est de donner son mot de passe ou d'avoir un mot de passe trop fragile. C'est ce qui peut être une arnaque de type arnaque au président, les appels entrants, etc. Tout à fait, ouais. C'est quoi les. Ouais, j'ai donné des bons exemples ou c'est quoi les exemples que toi tu vas déployer dans des modules de sensibilisation grand public Ça va être ça justement, c'est comment l'humain va pouvoir être faillible à une action qu'il n'aurait pas dû faire. Donc un clic, un surf, une information qui communique, Hmm. que ce soit par email, que ce soit dans une application, ou sur Internet. Hein, donc c'est des bons exemples. Hein, et effectivement, les conséquences, ça peut être des virements frauduleux, ça peut être une entreprise qui est paralysée parce que son logiciel a tout chiffré dans l'entreprise. Euh, voilà. De toute façon, c'est ce qu'il est capable de faire l'humain. Hein. Cliquer, répondre, Hmm. donner une information, et on tourne toujours autour de ça. Quoi. Mm. En fait, Là, ouais. la réponse là, elle répond à ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, hein, pour vous donner l'idée, mais effectivement, c'est ça. Hein, tout est un accès interdit. Tu allais dire quoi, Christophe? Non, non, j'allais rajouter que même les entreprises aujourd'hui, pour nous en tant que freelance, nous font passer des tests de sécurité avec un Mhm. scoring pour valider notre candidature. C'est-à-dire que même quand, au niveau de l'entretien, ça fit, que le client souhaite nous donner une mission, contractuellement, maintenant, de plus en plus d'entreprises font passer
des sessions de training et d'évaluation pour Ouais. justement valider notre niveau de culture sécurité. Là, typiquement, pour mon nouveau client, j'ai dû passer 2 tests de sécurité Ouais. euh, pour pouvoir valider mon contrat. Et globalement, bah, c'est évidemment le comportement qui revient. Hein, c'est comment on se comporte face à une situation. La chose qui revient de manière récurrente, c'est toujours analyser. C'est on regarde, on analyse, on réfléchit et ensuite on vient cliquer. C'est vrai qu'on a souvent le clic trop facile. Donc on va rapidement cliquer sur un mail d'un expéditeur qui est inconnu, toute la partie phishing. Donc on va être sensibilisé à cela. Utiliser sa clé USB personnelle sur un PC d'entreprise, bah voilà, c'est des choses qui sont interdites. Toutes Ouais. ces choses-là, en fait, font partie de la culture de sécurité. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que de plus en plus d'entreprises, bah, en faisant intervenir des freelances dans leur entreprise, bah voilà, les mettent, enfin, s'assurent que leur niveau de culture entreprise soit suffisamment élevé pour que bah, ils puissent exécuter leur mission dans de bonnes conditions sans mettre en péril la sécurité de l'entreprise. Dans le chat, j'aimerais bien que vous me participiez. Là, on a un sujet sur ce sujet-là. En fait, finalement, c'est quoi les équipements que vous avez pu voir apparaître chez vous? Est-ce que déjà vous avez des campagnes de phishing qui arrivent dans vos boîtes mail? Est-ce que vous avez tous des XDR, des agents sur vos ordinateurs qui vérifient si vous avez des virus et qui les remontent? Qu'est-ce qu'on peut avoir vu? Est-ce que vous avez vu ça se populariser, l'utilisation de contrôle d'accès, hein, c'est-à-dire d'un VPN ou autre? En intro, tout à l'heure, en off, Christophe et Mickaël ont parlé par exemple des NAC, c'est-à-dire les agents qui vérifient quels sont les appareils qui se branchent sur le bureau. Je pense que le fond du sujet, c'est le BYOD, le fait de pouvoir venir avec son ordinateur ou pas. Il y a des boîtes où c'est complètement interdit, des boîtes où c'est toléré ou pas. Christophe, t'avais l'air de dire que toi, c'était genre généralement tout le temps interdit. Mickaël était plus nuancé. Non, bah ça dépend, ça dépend bah, comment on implémente le NAC. Alors, le NAC, c'est du Network Access Control. Ouais. Vous entendrez peut-être aussi 802.1x, c'est le nom du protocole. En fait, l'idée, c'est que vous branchez en filaire ou en Wi-Fi dans le réseau d'entreprise. En fait, on va avoir une phase d'authentification Mhm. et derrière du profiling Ouais. pour dire si vous avez accès à la ressource d'entreprise ou pas. Donc, il y avait un auditeur qui parlait de micro-segmentation. Donc ça, Ouais. ça rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, bah voilà, une personne qui est taguée comptable dans une entreprise, il Ouais. n'aura pas les mêmes accès qu'un tech informatique. Et pourtant, il va se brancher sur le même port réseau et il va se brancher sur la même borne Wi-Fi avec le même SSID. Et c'est ça l'idée. Et donc là, en fait, Ouais. on augmente de manière très significative l'accès au réseau de l'entreprise. Ouais. Et du coup, on évite des intrusions réelles. D'ailleurs, la plupart des pen tests qui sont réels en entreprise, enfin, le cas classique, c'est j'arrive avec mon PC, je me branche sur une prise réseau et je regarde si j'arrive à accéder à des ressources de l'entreprise. Ouais, est-ce qu'il y a le mot de passe du Wi-Fi qui est affiché dans le bureau, Oh, des trucs comme ça, quoi. ça arrive sous le clavier. Michael, j'imagine qu'il y a une notion de secteur, d'entreprise qui est plus ou moins sensibilisée. Ça va nous permettre de faire la transition vers la partie 3, d'ailleurs. J'imagine que une boîte qui bosse dans la santé, elle va être plus regardante et va faire le BYOD, alors qu'il y a des boîtes où finalement, c'est même pas intéressant de venir avec ton ordinateur. Je me rends pas compte. Non, mais exactement. En fait, ça va dépendre de ce que l'entreprise souhaite protéger en termes d'information. Et puis, on parlait aussi tout à l'heure du télétravail. On a des boîtes aujourd'hui qui ne fonctionnent qu'en télétravail, donc finalement n'ont plus de réseau local et se sont protégés autrement. On protégeait leurs Mm. informations de façon très, très, très différente. Donc là-dessus, c'est vraiment une analyse en fait de risque hein, Ouais. qui va être faite par l'entreprise et de ce qu'on souhaite réellement protéger. Euh, Puis il y tu, a tu un veux que je... enjeu d'ergonomie, c'est-à-dire que tu bloques ChatGPT sur le réseau de l'entreprise, mais finalement les gens ils vont tout faire pour faire passer les documents sur leur téléphone et l'envoyer via la 4G, quoi. C'est, là, il y a de l'ergonomie et après on parlera de la sensibilisation, je pense. On va y arriver après.
Ouais. Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on doit passer du cyber avec des règles à respecter absolument parce que l'entreprise l'a déterminé comme ça, à une cyber de réflexe naturel. Donc pour faire ça, il faut agir sur l'humain, le quotidien, l'utilité. C'est plutôt que sur les contrôles techniques finalement Ouais. pour faire en sorte d'emmener tout le monde en fait sur cet aspect culture cyber. Donc et voilà. Bah, vas-y. Et on peut, du coup, ouais, du coup, on peut, ce que je peux dire, c'est on peut aussi vulgariser en entreprise au lieu de parler d'authentification multifacteur, parce que ça doit être fait comme ça. On peut peut-être expliquer que à quoi ça mène. Qu'est-ce que ça protège? Ça protège la récupération de ton compte, Hmm. par exemple. Voilà, on a l'utilisation concrète. On peut aussi parler au métier directement, à chaque type de métier. Par exemple, un commercial, on va lui dire, bah, les mesures qu'on met en place aujourd'hui, ça va faire en sorte de préserver tes contacts, faire en sorte que tu y aies toujours accès. Ça va faire en sorte que ton téléphone mobile soit pas bloqué. Ouais. Euh, sur un développeur, on peut lui dire, bah, ça va t'éviter de refaire 2 fois le travail, par exemple, si on venait à subir un incident. C'est vraiment voilà, ce Ouais. type de réflexe qu'on doit aller chercher, qu'on doit aller diffuser dans l'entreprise. On va prendre la question de Manon qui nous fait rentrer dans la partie 3. Partie 3 d'ailleurs qui dit bah, vers une culture cyber partagée. Et Manon nous dit bah, finalement, là tu parlais, Christophe, d'avoir eu des tests. C'est vrai qu'on pourrait avoir, Mmh. tu vois, au-delà des campagnes de phishing et des sensibilisations, on va maintenant avoir des certifications ou des QCM, un peu comme quand tu travailles dans une boîte qui a un KYC, tout le monde doit être formé et passer des QCM sur le KYC ou sur certaines réglementations. Ça va se généraliser. Est-ce que tu penses que, voilà, bah, par exemple, Manon, elle, qui est plutôt commerciale ou bizdev, demain, ça va se généraliser que les acheteurs nous obligent à tous passer ce genre de QCM-là pour évaluer notre niveau de maturité en Je cyber? je pense, oui. Je pense que ça va être amené à se généraliser. Aujourd'hui, la sécurité, c'est plus une affaire de techniciens, enfin Mm. des profils techniques, c'est une affaire de tous. Tout le monde est Ouais, contributeur à la sécu. Donc effectivement, j'ai passé des QCM pour mon client actuel, mais j'ai déjà eu des campagnes de phishing dans ouais, des clients précédents où volontairement ils nous envoyaient un mail qui était tout simplement du phishing. Et ouais, si on répondait à ce mail, on était convoqué par l'équipe sécurité plus l'acheteuse, hein, pour nous expliquer qu'on a eu un mauvais geste. Évidemment, c'était pas rédhibitoire. Par contre, si on reproduisait ouais, cela, clairement, là, c'était une fin de mission. Alors, ça peut paraître un peu dur, mais, euh, mais je trouve que euh, les entreprises qui mettent des moyens pour sensibiliser les gens, pour les former, aujourd'hui, c'est quand même c'est beaucoup fait dans les grandes entreprises. Je pense un peu moins sur les petites, hein, parce que évidemment, il faut avoir du budget pour cela. Il est vrai que maintenant, ils durcissent un peu le ton parce que qui sont quand même bien ciblés aux attaques, que ça peut coûter rapidement de l'argent, hein, de la fuite de données, et donc ils n'ont pas d'autre choix que de se protéger par tout moyen. ouais, ouais. Ouais. C'est- J'imagine, Donc oui, j'imagine, Michael, est-ce que tu penses qu'un. Enfin, j'avais posé une question à Michael, mais vas-y, fini, tu voulais dire un truc? non, 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 je disais donc oui, pour répondre à Ouais. Manon, les profils non techniques seront aussi testés sur ces bonnes pratiques, bien entendu. Moi, enfin, typiquement, hein, j'imagine, Michael, un banquier qui va venir travailler dans une agence, si c'est pas déjà le cas, demain, il va avoir des QCM, des tests pour vérifier s'il est mature sur le sujet, quoi. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à un excès de profil, de tests techniques sur cette partie-là, mais ce qui peut, par contre, ce qui se voit déjà aujourd'hui Ouais, et qu'on peut déjà prendre en compte, c'est que, et quand on parle de profil, je pense aussi à des freelances en entreprise, c'est que les ouais, premiers jours, tant qu'ils n'auront pas passé les sensibilisations, tant qu'ils n'auront pas passé certains tests techniques ouais. justement cyber, on ne leur autorisera pas tous les accès notamment parfois même métier, mais aussi tous les accès web. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui rentrent en Hmm. entreprise et qui n'ont pas d'internet, par exemple, tant qu'ils n'ont pas complété un certain nombre d'étapes. Donc ça, c'est important de se préparer justement. Donc si ça se fait pas dans l'entretien, ça va se faire les premiers jours, Ouais. parce qu'il faut aussi se mettre dans le concret du poste et de ce qu'on va leur demander.
Mais est-ce que c'est le retour? Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, les anciens qui étaient déjà dans la presta, hein, sans être freelance, se rappellent que chez certains clients, tu avais des pastilles rouges sur les plateaux où il y avait des prestats et des pastilles bleues sur les plateaux où il y a pas de presta, quoi, pour que tu saches qu'il y a des externes dans un bureau. Est-ce qu'on va revenir à ce système-là où, limite, les externes, ils sont tous tagués avec des badges différents? Non. Je suis pas sûr. Non, Non, mais c'est pas non. l'objectif d'aller les taguer non plus. Je connais un client qui affiche des médailles, par exemple, en fonction Ouais. de ses résultats à des tests de phishing, justement. Mhm. Il fait pas de classement parmi les collaborateurs. Par contre, il lui dit, bah voilà, t'es dans une gamme en bronze ou argent, bah tu n'as pas accès à tous les outils, et notamment des outils plus Ouais. personnels ou qui vont te permettre d'accéder par exemple à LinkedIn, même si tu en aurais plus ou moins besoin dans ton travail. Donc non, les afficher, je pense que c'est pas. On a passé cette époque Hmm. de la honte, hein, je pense, d'être mauvais dans les tests. Bah, Non, mais c'est Ouais, tu allais dire, Christophe? Non, mais c'est vrai que je rejoins Mickaël. C'est vrai qu'il y a une époque, la sécurité, elle était vraiment perçue comme une contrainte, quelque chose qui était un peu imposé, je vais pas dire en mode dictature, mais pas loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les entreprises et l'ensemble des RSSI essayent d'apporter du sens à la sécurité. D'ailleurs, bien souvent, quand vous allez dans une entreprise et que vous passez des formations pour accéder à des ressources, justement, Ouais. des formations sécurité, elles sont très très bien faites. C'est des formations e-learning sur 1 ou 2 heures avec des Ouais. systèmes d'évaluation. C'est pas là pour piéger, c'est vraiment là pour aider les utilisateurs à comprendre ce qu'est la sécurité et comment ça va protéger l'entreprise, quel sens on y donne justement pour que ça soit plus vu comme une contrainte, mais que ça fasse partie comme quelque chose de naturel au quotidien dans notre travail. Ouais, le commentaire ici, alors j'allais y venir, hein, des sessions de gamification, hein, dans la formation. Je pense sur les logiciels de Sensi, on connaît Sensi Web, mais il y a aussi Riot qui est assez populaire. Tout à Et fait. Riot, c'est vraiment fort de la gamification. Il y a aussi des gens qui viennent animer des escape games dans l'entreprise, sur des Mmh. magasins. Je pense que pour avoir vu des témoignages de collabs en magasin qui sont correctement sensibilisés, le premier truc qui les choque, c'est qu'avant, ils trouvaient ça normal de laisser un badge sur le portant. Tu sais, parce qu'il y a toujours un collègue qui n'arrive pas à badger sa machine. Du coup, il y a un collègue qui laisse toujours un badge où on sait que là, il va pouvoir déverrouiller la caisse, tu vois. Mais après, maintenant, il se rend compte que une fois que tu as le badge, tu peux déverrouiller d'autres ordinateurs, etc. Surtout avec les nouvelles technos de passwordless où juste le badge suffit à déverrouiller une machine. Et c'est vrai que, ouais, en fait, il n'y a pas que les banquiers, il n'y a pas que les commerciaux. Tous les collabs de manière générale d'une entreprise où il y a un système d'information, ils vont être impliqués dans le système-là. Je sais pas si on va leur faire passer des QCM pour les déprogrammer ou quoi, mais en tout cas, il y a des programmes de sensibilisation qui sont importants. Il y a des évaluations de comment les collabs sont montés en maturité sur un département, sur un site, etc. Est-ce que tu veux compléter ce propos, Michael? Bah non, je pense que tu as à peu près tout dit. T'as raison. Non, non, mais chaque entreprise a une information à protéger. Il faut la connaître et même en magasin, comme tu le dis, on peut penser qu'il n'y a pas d'information parce que c'est souvent des objets physiques qu'on va vendre, mais Ouais. en fait, il y a un vrai enjeu là-dessus à aller protéger l'IT qui est devenu omniprésente de toute manière dans le commerce aujourd'hui. Mmh. Donc, Après, de nos jours, dans un magasin, tu as des fichiers clients, tu as des données personnelles. tout à fait. Et puis, il y a des gens qui vont aller fouiller la poubelle pour trouver s'il y a des mots de passe dedans. On est sur la fin. N'oubliez pas de ne pas vous déconnecter à la fin du webinaire, nous dit Cassandra. Ouais, c'est la fin dans le chat, donc n'hésitez pas à donner vos derniers témoignages. Il y a Elisa qui nous a mis un grand message, on va le lire tous ensemble. Les tests pour la bonne pratique en cyber, destinés aux profils non techniques, partent certes d'une bonne intention, mais n'oubliez pas les pros et fulgurants aussi en cyberattaque. C'est vrai que oui, alors ça, le sujet sur l'IA. Alors sur l'IA, on va publier la semaine prochaine un article sur le blog de Will of Death qui parle de l'IA Act. Et même si vous n'êtes pas technique, mais vous travaillez à la conception d'applications qui utilisent de l'IA, ne serait-ce que du speech to text ou des chatbots, je vous invite à lire cet article-là parce qu'il explique bien comment on est responsable des usages qu'on en fait. Et là, Elisa, elle nous expliquait que elle parle du fait que les attaques qu'on peut avoir, les arnaques, elles peuvent utiliser du deepfake ou même des Mmh. appels où on se rend pas compte que c'est un robot qui nous parle ou ça imite la voix de quelqu'un qu'on connaît. C'est des nouvelles menaces qui sont intéressantes et il faut forcément former tout le monde. Ouais, ce qu'elle dit, ouais, ce serait utopique d'imaginer que sans former les gens, on puisse rester à jour sur la menace, quoi. Mmh.
C'est quelque chose que vous Et partagez aussi? Christophe, vas-y. oui. Ouais, complètement, ouais, complètement. Bah, en fait, le gros problème avec l'IA, c'est que c'est une techno qui est très récente. Ça va très, 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 très vite. Bah oui, on n'est pas encore suffisamment prêt pour contrer bah, toutes les attaques de l'IA et tous on va dire les détournements faits avec l'IA, parce que c'est quand même pas Hmm. son objectif de base. Malheureusement, les gens détournent les usages, les objectifs primaires tels qu'elles avaient été définis. Mais oui, oui, ça va très vite et on n'est pas prêt aujourd'hui. Ça, c'est certain. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Je sais pas si tu le partages, Ouais. Michael. Hein. Si. Et moi-même, j'ai partagé à mes proches, je pense à mes parents là, ces dernières semaines, je leur ai expliqué toutes ces techniques aujourd'hui en disant si demain je t'appelle, bah, voilà ce qu'on va se dire et voilà comment tu pourras t'assurer que c'est vraiment moi, Ouais. parce que effectivement, ça peut être ma voix et même un FaceTime, hein, je l'ai expliqué, ou même une visio Mm, peut m'être usurpé. Donc ça, j'ai un mm, peu peur pour eux aujourd'hui. C'est ce que je pense, surtout quand ouais. on voit tout ce qui se passe partout. En Ouais, fait, sur moi, ouais, j'avoue que juste. j'ai été le mec relou à Noël qui reprend le feed Facebook de ma daronne et qui vérifie. Il dit alors ça c'est une fake news, ça c'est une fake news que t'as partagé, ça c'est une fake news. Moi, Tu t'allais dire Christophe? ouais, moi en fait, je fais souvent l'analogie de l'IA avec les réseaux sociaux. Moi qui ai des enfants adolescents, avec l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai été très vite dépassé par la manière dont les réseaux sociaux ont évolué. Ouais. Et c'est vrai que l'IA, bah, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Oui, bah non, non, alors clairement, hein, sur le sujet-là, expliquer que sur Facebook c'est beau, mais c'est l'IA, et ça parle dans l'IA Act en parle, donc pensez à suivre la page de Wheel of Death, nous dit Hmm. Cassandra. La dernière question qu'on prend, et c'est vraiment la dernière, Mathieu dit voilà, c'est quoi les menaces ou les futurs, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en 2026? Voilà, Mathieu, il travaille dans les DSI depuis plus de 15 ans et c'est la question là, en tant qu'informaticien, qu'est-ce que je dois anticiper ou qu'est-ce que je dois avoir en tête absolument dans mon auto-formation, par exemple, pour 2026? C'est quoi vos recommandations? Christophe en premier, peut-être? Oui, bah moi je peux commencer. Bah ça qu'on n'a pas parlé trop du sujet SD-WAN, SASI et compagnie, mais Mais tu, globalement les- tu- aujourd'hui, tu les as expliqués sans les nommer. ouais, mais aujourd'hui voilà, ce qu'il faut juste se dire, c'est que la manière dont on va accéder aux applications et aux données, bah elles se font pas que au sein de l'entreprise, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, on Ouais. va chercher de l'info sur Internet, sur des clouds privés, publics, et du coup, bah, il va falloir se protéger de tout ça. Donc, il y a plein de solutions techniques qui ont émergé, euh, poussées par des constructeurs, des éditeurs, des opérateurs de services, et ça va être c'est les nouveaux enjeux, hein, c'est les nouveaux enjeux à venir sur les prochaines années. Là, c'est le pendant, on va dire pendant un peu plus réseau. Peut-être Mhm. Mickaël, tu as peut-être d'autres Bah, thématiques sur les enjeux à venir. on va reparler de l'IA. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui, en tout cas en termes de gouvernance. Faites-le tant qu'il est encore temps, en tout cas, ou en fonction de l'adhésion de votre entreprise à l'IA. Ça, c'est certain que c'est un sujet qui doit être cadré. On ne doit pas attendre d'avoir des problèmes pour revenir dessus. Ça va être très compliqué, un peu comme la cyber sur le legacy. C'est très compliqué aujourd'hui. Euh, et j'ajouterais peut-être, sans tomber dans la paranoïa, effectivement, le contexte géopolitique qui fait que bah, demain, on peut être une entreprise qui n'était pas visée avant, peut-être Ouais. visée, mais juste parce qu'on est français ou juste parce qu'on est européen. Ou voilà. Donc, Mm, c'est important d'aller refaire un tour aussi de son niveau de maturité, je pense, en matière de cybersécurité, mm, pour éviter les Ouais, et problèmes. puis alors le fait que les entreprises mettent la pression sur leurs prestataires, qu'ils soient freelance ou pas freelance, mm, c'est un sujet d'actualité. Moi, je reste étonné de la faille de Naval Group cette année qui dit n'avoir eu aucune faille. Pourtant, les logiciels les systèmes embarqués des frégates se sont retrouvés sur Internet avec des VM pour les simuler. mm. Ça veut dire que c'est un de leurs prestataires qui l'a perdu, quoi, ou un de leurs Ouais, clients. Donc là-dessus, effectivement, des acteurs industriels comme ça, même si vous êtes une boîte qui n'a pas l'air d'être dans la défense directement, bah, peut-être que vous avez un client qui, lui, est dans la défense, et en fait, par contamination, un peu comme la RSE, hein, par contamination, on met tous des barrières plus hautes et on sera tous concernés à un mm. moment, quoi. Et, euh, et là, enfin, si sur le pendant sécurité, là, il y a la NIS V2 qui va Ouais. bientôt être publiée, et clairement, ça va bouleverser pas mal de choses.
sur la partie sécurité et du coup sur les Ouais. infras et sur la manière dont on va développer les applications et, et ça va impacter beaucoup d'entreprises, pas seulement les grosses. Bah, Tout le à NIS fait. 2 d'ailleurs devrait s'appliquer à tous les éditeurs logiciels. J'ai pas bien compris si les tout petits vont pouvoir y échapper, mais les éditeurs logiciels vont devoir implémenter une partie du NIS 2. C'est ça, Michael? Il y a des critères, effectivement. Il y a un site qui est très bien fait du gouvernement pour savoir si on est concerné ou pas en posant quelques questions. Mais c'est vrai que alors ça va représenter peut-être entre 15 et 25 000 peut-être entreprises en France. C'est pas Ouais, toutes les entreprises, mais en fait par rebond, ça va concerner beaucoup plus d'entreprises puisque Mmh. les tiers de ces entreprises-là vont être aussi concernés parce que ouais. étant donné qu'elles sont assujetties à NIS 2, elles vont imposer la même chose des partenaires avec qui elles travaillent. Donc Ouais. c'est vrai que On a c'est un fait, sujet. on aura fait une réponse très très complète. Je mets le générique de fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, merci. Hop, c'est le générique de fin. Restez avec moi.